BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Et Grégory Volokin avec nous en duplex depuis New York pour aborder les sujets qui font l'actualité pour les marchés américains. Grégory, bonjour. Président de Mescard Financial Services, alors que Donald Trump, à l'instant, vient de tweeter « Make America Great Again » en lettres capitales. Donc, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose de plus. En tout cas, ça va très bien pour les États-Unis, ça va bien pour l'économie américaine, Grégory. On le répète régulièrement. On aura en fin de semaine la première estimation du PIB pour le deuxième trimestre aux États-Unis, qui s'annonce quand même assez fort. Et puis je crois qu'on a eu chez vous aussi des enquêtes réalisées par IHS Markit, des enquêtes d'activité sur le secteur des services et le secteur manufacturier pour le mois de juillet. Grégory, j'avoue que je n'ai pas vu les chiffres, mais j'imagine qu'ils doivent être bons encore. Non, ils sont bons, je vous rassure, ils sont tout à fait bons, en ligne ou un peu meilleurs pour le secteur manufacturier, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Aucune inquiétude, je dirais, pour la plupart des résultats des compagnies qui sont publiés, puisque 90% de ces compagnies arrivent au-dessus des estimations. Je dirais la seule inquiétude en fait qu'a le marché actuellement, ce sont les tweets de Donald Trump, que ça soit en majuscule ou pas, c'est ça qui fait bouger le marché. Sauf que là, enfin, ce matin, on se réveille avec une montagne de résultats de compagnies qui sont des compagnies très importantes aux États-Unis, importantes par leur capitalisation, importantes par leur activité. Et là, on peut dire au moins que ce matin, on monte sur du concret et pas sur le soulagement que Trump n'a pas envoyé un tweet dévastateur. J'ai même l'impression, alors je suis sûr qu'il y a des analystes qui sont très bien payés pour mesurer ce genre de choses, mais j'ai l'impression que les tweets de Trump ont de moins en moins d'impact, Grégory, parce que coup sur coup ces derniers jours, on a eu quand même attaque contre la Fed, le dollar qui est trop fort, l'Europe et la Chine qui manipulent leur devise, alors que on n'est pas considéré comme tel du point de vue officiel par le Trésor américain. Amazon à nouveau hier. Enfin, bref, au mieux, il y a un impact, mais qui dure quelques minutes maintenant. Oui, Grégoire, vous avez raison, parce que en fait, la seule chose qui intéresse les marchés par rapport aux tweets de Trump, c'est les tweets qu'il va faire par rapport au commerce international, par rapport aux tarifs, par rapport aux négociations avec l'Europe, avec la Chine. Et là, il en a pas beaucoup parlé, ou pratiquement pas parlé. Et pour qu'il y ait un effet vraiment à saisir dans le marché, et qu'il y ait un risque dans le marché, c'est le risque protectionniste. Autrement, le risque géopolitique, il est toujours le même. Il a pas changé à cause des tweets de Trump. Et quand il parle de Amazon, c'est de la rancœur personnelle, puisque Amazon possède le Washington Post, qui est un des principaux critiques aux États-Unis de Donald Trump. Donc, si ces tweets n'ont pas un rapport direct avec le marché, le commerce et les tarifs, je dis que le marché là en ce moment les ignore. Bon, back to business alors. Alphabet, Google, évidemment, c'est le gros morceau du jour. Enfin, beaucoup de résultats. 35% du S&P 500 qui publie les résultats cette semaine. Mais Alphabet, Google, très important, Grégory. Le marché est impressionné à nouveau par les résultats d'Alphabet, Google. Oui, est-ce que le marché a raison d'être impressionné? Est-ce qu'il y a quand même des choses à signaler ou des remarques à faire sur les résultats du groupe? Bah, écoutez, le marché a totalement raison, parce que ces résultats sont fantastique en soi, avec, comme le disaient d'autres analystes, 25% de croissance des revenus, etc. Une position dominante dans tout leur secteur d'activité qui ont un rapport avec le téléphone, donc Android, et avec la publicité et les moteurs de recherche. Donc tout va bien pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Je dirais, est-ce qu'il faut se faire des soucis? Pas forcément à court terme. Par contre, d'abord, je noterai que tout le monde est enthousiaste, ce qui n'est jamais très très bon signe, parce qu'une fois que tous les acheteurs ont acheté, qui va arriver derrière pour acheter? Bon, ça c'est une chose. L'autre chose, relais de croissance. On a beaucoup envie de voir ces relais de croissance de Google se développer. Alors, c'est quoi les relais de croissance? Ça fait des années qu'on sait que YouTube est en train de monter énormément en puissance au niveau de l'attirance qu'il a pour les publicitaires. C'est prouvé maintenant. La publicité sur YouTube, c'est très très fort, très important pour Google. Mais il y a d'autres secteurs, et là on voit peut-être un tout petit peu moins
comment ces secteurs pourraient devenir significatifs à l'intérieur du mix, je dirais, de Google. Le cloud, alors évidemment le cloud, il y a une belle croissance, même s'il publie pas en détail les résultats, sauf que on sait à peu près que les activités de cloud de Google ont rapporté sur le trimestre un peu plus que 1 milliard de dollars. Pour situer ce milliard de dollars, une compagnie comme Amazon a eu 10 milliards de dollars de revenus dans le cloud. Donc, Google n'est pas un acteur important dans le cloud. Ils sont même plutôt vraiment derrière Amazon et Microsoft. Ils ont beaucoup d'espoir, par exemple, avec la voiture autonome, Waymo. D'accord. Comment est-ce qu'ils vont le monétiser? On le sait pas encore vraiment. Mais je dirais, moi, la seule chose vraiment que je dirais pourrait être une inquiétude vis-à-vis de Google, c'est pas une inquiétude vis-à-vis de la compagnie elle-même, c'est une inquiétude vis-à-vis de la source de 90% de ses revenus, la publicité. La publicité et les dépenses publicitaires augmentent quand l'économie est porteuse, quand tout va très très bien, c'est clair. Dès qu'il y a ou un ralentissement économique ou une récession, le premier budget qui est coupé à l'intérieur des compagnies, c'est le budget publicitaire. Donc tout va très bien dans le meilleur des mondes aujourd'hui. Est-ce que si on a une récession, ce qui arrivera, puisque tout le monde le dit, donc à force de le dire, elle arrivera. Je ne vais pas être ici pour prédire quand. Est-ce que Google ne sera pas peut-être plus touché à cause justement là d'un ralentissement très fort des revenus publicitaires? C'est, je dirais, la question à se poser. Donc les deux ombres au tableau, c'est 90% des revenus dépendant de la publicité, fantastique si la publicité continue à accélérer, et le fait que les relais de croissance ne semblent pas être encore extrêmement importants à l'intérieur du mix de leurs activités. Ne pas oublier que Google, mais c'est la même histoire pour Facebook, sont avant tout peut-être des valeurs médias. Et beaucoup d'investisseurs achètent aussi ces valeurs, ce groupe de valeurs, en pensant qu'elles seront plus immunisées ou moins sensibles à la fin du cycle. Bon. Il y a sans doute des points effectivement à avoir en tête quand même. Bon, Alphabet, Google, pour l'instant, ça se passe très très bien. Le titre gagne plus de 4% après ces résultats. Dans les autres résultats du jour, Grégory, alors je notais Harley-Davidson, évidemment, qui est devenu emblématique des mesures de rétorsion appliquées par l'Union européenne après les tarifs américains sur l'acier et l'aluminium. Le titre avait souffert quand même, je crois, depuis le début de l'année. Le titre est en nette baisse depuis le 1er janvier, mais visiblement, les résultats ont l'air d'apporter quelques éléments rassurants, Grégory. Écoutez, le titre avait souffert des tweets de Trump, puisque Trump avait critiqué la compagnie en disant c'est absolument inadmissible que Harley-Davidson se mette à fabriquer des motos à l'extérieur des États-Unis pour éviter les tarifs, etc., etc. Quand on voit ces résultats, évidemment, l'effet des tarifs n'est pas encore là, mais à part ça, ces résultats ne sont pas vraiment brillants. Il y a une baisse, je dirais, des ventes aux États-Unis de plus de 6%. Ce qui rassure, je dirais, c'est plutôt que ça n'a pas été pire, puisque peut-être dans l'esprit des investisseurs, les tarifs auraient dû faire s'effondrer les ventes à l'international. C'est pas encore le cas. Je dirais à Harley-Davidson, c'est plus un phénomène de mode. Est-ce que c'est encore vraiment un secteur, ces grosses motos américaines, un secteur à forte croissance? Je le pense pas vraiment. Donc les choses vont pas mal pour cette compagnie, mais est-ce que ça serait un investissement idéal pour les prochaines années? J'aurais quand même beaucoup de doutes à ce sujet. Bon, Harley-Davidson, alors effectivement, voir un rebond aujourd'hui du titre sur des nouvelles qui sont peut-être moins pires que prévu. Harley-Davidson qui prend 5-6% sur ses résultats. Et puis pas mal de choses aussi intéressantes dans la santé, Grégory. Il y avait les résultats de quelques grands labos pharmaceutiques ou biotech, Eli Lilly ou encore Biogen, des titres qui sont bien orientés. Biogen, on en parlait avec vous il y a quelques semaines, je crois, Grégory. L'entreprise avait communiqué sur des avancées importantes concernant son traitement contre Alzheimer. Là, Biogen publiait ses résultats et visiblement, ça se passe très bien. Oui, alors ça, pour revenir sur Alzheimer, c'était il y a environ 2 semaines, et le titre avait pris 18% dans la journée, ce qui est quand même très très important. Demain, Biogen et son partenaire dans ses études sur Alzheimer vont publier le détail de cette étude. Donc c'est vraiment là, en fait, que je dirais pas qu'il faut trembler, mais c'est là qu'on va voir si cette étude était aussi importante que prévu. Et après la hausse du titre, évidemment, il y a une certaine nervosité. Les résultats d'aujourd'hui, par contre,
comptes sont alors franchement eux-mêmes excellents. Et quand on parle de relais de croissance pour beaucoup de compagnies, là il y en a qui n'étaient même pas encore vraiment appréciés encore par le marché, notamment sur un médicament contre les maladies de la moelle épinière qui tout d'un coup a pratiquement pour 500 millions de dollars de vente alors que les analystes attendaient moins de 400 millions. Donc c'est très encourageant, dirais-je, de voir que Biogen est une compagnie qui arrive à diversifier son offre, parce que Biogen, c'était quand même, dans l'esprit des investisseurs et dans la réalité, entièrement lié aux médicaments contre la sclérose en plaques, qui sont des médicaments qui, petit à petit, vont rentrer dans le domaine public. Donc là, il va y avoir peut-être demain avec Alzheimer une grande révolution qui va être, je dirais, officialisée au niveau de la recherche médicale. Et aujourd'hui, la preuve que Biogen a aussi un pipeline intéressant. Eli Lilly, les résultats sont bons. Le spin-off de la santé animale est intéressant pour une raison simple. Il faut se souvenir qu'il y avait eu déjà un spin-off d'une grosse activité de santé animale. C'était Pfizer qui avait fait le spin-off de Zoetis. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis le spin-off de Zoetis, tout simplement, ce titre Zoetis de santé animale a triplé. Alors que Pfizer était à peu près en ligne avec le marché. Pourquoi ? Parce que la santé animale aux États-Unis, c'est encore un secteur à forte croissance, avec un chiffre de vente de plus de 30 milliards de dollars par année. Les Américains aiment bien leur toutou et leur chat et dépensent beaucoup d'argent pour eux. Donc c'est ce que va faire Eli Lilly. Et quand on dit spin-off, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils vont mettre donc cette santé animale sur le marché, 20%, et ils vont garder le reste. Donc pourquoi le marché apprécie et paye et fait monter le titre Eli Lilly ? On se dit, si ce spin-off de Eli Lilly a les mêmes performances que le spin-off de Pfizer, petit à petit, ça va avoir un effet très bénéfique sur les titres Eli Lilly. Comme ça, la finance a l'air simple, mais en tout cas, ce matin, le résultat et je dirais l'impact sur le titre de Eli Lilly est assez simple à comprendre. Effectivement, plus 1,5% pour Eli Lilly. Biogen, on en parlait, là, qui gagne aussi 4,5% actuellement. En revanche, il y a un titre qui décroche là après ces résultats, Grégory, dans un secteur très différent, l'électroménager, avec Whirlpool qui décroche de plus de 13% après ces résultats. Grégory, quelles sont les explications avancées par le groupe pour justifier cette déception ? Alors, si on fait confiance dans les explications du groupe, c'est le coût des matières premières. Et c'est clair que quand vous fabriquez ce genre de biens d'équipement, vous utilisez beaucoup d'acier et ils disent aussi beaucoup de résine synthétique. Et pour eux, le coût qui était estimé à une augmentation de 300 millions de dollars, sur le trimestre, ils ont vu cette augmentation de coût de 400 millions. Donc, par exemple, les tarifs pour l'acier. Alors évidemment, on a envie de se dire oui, ok, on comprend très très bien pourquoi il y a des problèmes pour Whirlpool, mais il faut aussi regarder et voir que leurs ventes sont en forte baisse. Et pourquoi est-ce que les ventes d'un fabricant de produits ménagers est en baisse alors que de toute façon on en a toujours autant besoin de machines à laver, la vaisselle, le linge, etc. Alors il peut y avoir deux raisons, ou bien un fort ralentissement du marché du logement, ce qui n'est pas encore le cas, ou pas du tout le cas, je dirais, même si un tout petit ralentissement. Ou bien la concurrence. Et en fait, la concurrence, c'est assez curieux, mais elle a été très favorisée par les mesures de rétorsion de Donald Trump, parce que par exemple, un concurrent tel qu'un Samsung, et il y en a d'autres, en sachant qu'il y aurait des tarifs très importants sur ces machines, se sont précipités pour en expédier le plus possible aux États-Unis. Et si vous allez dans un showroom ou dans un Best Buy, etc., et que vous regardez l'offre entre Samsung et un Whirlpool, malheureusement, très souvent, c'est Samsung qui va l'emporter dans le choix des clients. Donc, coût des matières premières, mais aussi Whirlpool devra faire peut-être un effort pour reprendre des parts de marché qu'ils sont en train de perdre face à la compétition. Ouais, c'est ça, des effets d'anticipation liés à ces menaces commerciales là, qui perturbent quand même le commerce et puis qui perturbent certains groupes plus que d'autres. Whirlpool, donc, qui est la victime du jour avec une baisse de 13-14% après la publication de ces résultats. Merci Grégory. Merci beaucoup. Bonne séance à vous à New York. Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services. On va dézoomer un petit peu de la séance du jour.